Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que ça va être pour la première fois une recension, la recension, enfin plutôt le commentaire de ce livre, Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, essai d'Alain Soral, publié aux éditions Contre-Culture, qui est paru cette année. Alors, euh, avant de commencer, je vous invite, étant donné qu'on est entré dans une période de censure aggravée, radicale, donc je vous invite à aller dans le descriptif et vous abonner à ma chaîne Odyssée. Actuellement, j'utilise toujours ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi créé une chaîne Odyssée et vous trouverez toutes mes vidéos YouTube sur Odyssée. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Telegram. Je mets le lien en descriptif et si vous le souhaitez, vous avez aussi un lien PayPal pour soutenir la recherche indépendante parce que je suis un chercheur indépendant. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour de cette introduction. Oui, alors maintenant je vais m'occuper du commentaire de cet ouvrage. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'ouvrage pour deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas un critique, je suis moi-même un auteur et un chercheur et tout l'intérêt de ce commentaire va être de euh, confronter certaines idées, certaines réflexions d'Alain Soral qui m'ont intéressé à d'une part mes travaux et aussi prolonger ces réflexions en utilisant d'autres auteurs qui ne sont pas forcément cités dans ce livre, mais qui viendront appuyer une partie de son propos et voire même la thèse centrale de son ouvrage. Et deuxième raison, j'ai remarqué, maintenant j'ai une certaine expérience, j'ai remarqué que plus on parlait des contenus des livres en vidéo, et moins les gens les lisaient. Parce que après avoir écouté une vidéo d'une demi-heure, d'une heure, entrant dans tous les détails, ou presque, de certains ouvrages, du moins du point de vue de l'auditeur, bon, bah, les gens se disent je connais le contenu du livre, j'ai pas besoin de l'acheter, j'ai pas besoin de le lire. Donc c'est pour cette raison-ci que je ne rentrerai pas dans tous les détails de cet ouvrage. Encore une fois, j'en tirerai les éléments qui ont suscité ma réflexion, qui m'ont interpellé, parce que d'une part j'ai déjà réfléchi, d'autre part parce que j'ai écrit sur le sujet, d'autre part parce que ça a tout simplement éveillé un intérêt pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé ou pas réfléchi. Donc ça va être intéressant, ça va être un exercice un peu inédit. J'ai préparé tout un plan. Vous verrez, c'est pas une recension classique, donc il y a plusieurs parties. Et je vais commencer par la première partie que j'ai appelée Michéa et le libéralisme, Soral et l'égalité. En terminant ce livre et en préparant cette vidéo, ce commentaire, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que de mon point de vue, hein, cet ouvrage se situe pas dans la continuité, mais je dirais plutôt en parallèle du travail de Jean-Claude Michéa sur le libéralisme. Alors Jean-Claude Michéa est un philosophe français qui, lui, contrairement à Soral, s'est concentré sur un seul et unique sujet, thème, qu'est le libéralisme, et il a écrit une dizaine d'ouvrages autour de ce thème. Donc, Alain Soral, ayant lu Jean-Claude Michéa, n'a certainement pas trouvé bon de faire de la redite et de prolonger le propos sur le libéralisme. Mais les deux sujets sont intimement liés, les deux thèmes sont intimement liés. Alors, pour résumer, pour Jean-Claude Michéa, le libéralisme naît à la suite des grandes guerres de religion, notamment sur le continent européen et en Angleterre, parce que c'est en Angleterre que naît le libéralisme. Et l'idée est simple,
c'est tentons de dépasser les religions, puis ensuite les idéologies, mais également la morale pour pacifier la société, pour éviter les guerres idéologiques et religieuses, grâce à un principe simple qui est le libéralisme. Et en gros, pour résumer, le libéralisme, c'est euh, comment dire, dépasser les idées, les religions en mettant simplement en avant l'intérêt personnel. Donc les individus composant la société étant simplement mus par leur intérêt personnel bien compris, eh bien, ensemble et séparément, arriveront à fonder une société idéale et harmonieuse. Mais en définitive, le libéralisme se traduira par ce qu'appelait Karl Marx la liberté du renard dans le poulailler, c'est-à-dire la liberté du plus fort, du plus riche, à écraser le plus faible. Et en bout de course, l'idéologie libérale puis néolibérale accouchera de la société amorale et en réalité immorale, mais également d'une société profondément inégalitaire. Et c'est là qu'on en arrive au propos d'Alain Soral. Euh, alors là, vous me direz, le titre du livre, c'est Pourquoi l'égalité? En réalité, il s'agit beaucoup d'inégalité dans cet ouvrage. Alain Soral résume lui-même sa thèse en une phrase, en quelques mots, l'inégalité au nom de l'égalité, à la page 11. Alors, euh, là, c'est là aussi qu'on voit le parallèle avec Jean-Claude Michéa, c'est que le libéralisme, c'est une idée belle, la liberté est une idée belle au départ, tout comme l'égalité, mais les processus historiques mèneront, disons, les processus historiques ne sont pas automoteurs, hein, ils sont conduits par des hommes et des forces. En tout cas, ces forces motrices, ces hommes moteurs de l'histoire et de ses idées, de ses idéologies, euh, nous conduiront à des sociétés totalement contraires à ce qu'elles proposaient, à ce qu'ils proposaient au départ. Donc le libéralisme conduira, comme je l'ai dit, à la société en fait darwinienne, la loi du plus fort, et la société, comme l'explique Alain Soral, l'égalitarisme plutôt mènera à une société profondément inégalitaire. Alors, ça nous amène, moi ça m'amène à une réflexion, c'est que, comme il le dit ensuite, plus loin dans son ouvrage, on est face à, comment dire, un processus totalement orwellien, c'est-à-dire l'imposition d'un principe, l'inégalité, au nom de son principe contraire, l'égalité. Ça paraît extrêmement simple, mais ça n'est pas forcément évident. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aussi à l'égalité, c'est que l'égalité est souvent associée à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie serait un régime où tous les citoyens qui composent la société sont égaux. Ce qui est faux. En réalité, historiquement, et ça, Alain Soral le dit plus loin dans son livre, c'est que l'égalité est relative. Elle est relative à un groupe dans une société. Alors, on peut prendre, il prend d'ailleurs, Alain Soral, l'exemple de l'Athènes, de la démocratie athénienne, où seule en fait une petite élite avait le pouvoir de, de voter, les autres étaient exclus de la société. Il évoque aussi, j'avais pensé en commençant son livre, il parle également des révolutionnaires français qui vont instaurer un vote censitaire, c'est-à-dire en gros ne font partie de la communauté démocratique que ceux qui ont suffisamment d'argent. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Les États-Unis, qui se sont fondés au départ sur l'exclusion des Indiens, même l'extermination des Indiens,
l'égalité des WASP était fondée sur l'exclusion des autres communautés, puis ça a été la démocratie incluant les blancs à l'exclusion des noirs, et c'est toujours, d'ailleurs ça renvoie aussi à la réflexion de Carl Schmitt, c'est qu'une société n'est fondée, n'existe que par opposition à une autre société, ou au sein de la société l'exclusion d'une autre catégorie. Donc ça, c'est une notion importante qu'il faut intégrer. Ensuite, Alain Soral, donc la deuxième partie de mon développement, de mon plan, Alain Soral fait quelques mises au point philosophiques. Alors, la logique, il expose ce qu'est la logique aristotélicienne. C'est très condensé, c'est résumé, ça va assez vite, c'est assez fluide. Puis, il passe à la dialectique hegelienne, il montre comment la philosophie, la logique aristotélicienne a ensuite évolué sous la plume et la pensée de Hegel sous une dialectique. Je ne rentre pas dans le détail, vous verrez en lisant l'ouvrage, pour en arriver, donc Alain Soral en arrive, à ce qu'il appelle l'alternance fonctionnelle et l'injonction contradictoire comme moyen pour un groupe de se maintenir au pouvoir. Alors je vais vous lire quand même les passages. Alors, 50, 51. Alors, l'alternance fonctionnelle. Alternance fonctionnelle encore, non pas cette fois dans une logique de développement, mais de domination quand, pour maintenir son pouvoir, la communauté dominatrice précédemment citée passe de l'idéologie dominante mondialo-gauchiste de Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy, donc là on est en France, à l'idéologie contraire nationale-sioniste des Elisabeth Lévy et Éric Zemmour, répondant ainsi elle-même au désir de changement dû à l'usure du pouvoir et à la colère du peuple afin de se maintenir au pouvoir. Puis passe à l'injonction contradictoire, je cite. Autre variante encore de la logique dialectique de domination qu'est la double injonction contradictoire. Non pas la poursuite de la domination par la chose puis son contraire, comme dans l'exemple précédent, mais par la chose et son contraire simultanément. Non pas A puis B pour donner C, mais A et B pour donner C quand, par exemple, la même communauté dominante favorise à la fois l'implantation des mosquées sur le territoire national et la montée de l'islamophobie afin de se maintenir, voire de renforcer son pouvoir dans cette situation de trouble accru par le diviser pour régner. Je trouvais ce passage intéressant parce qu'il part de la philosophie à la pratique politique et on comprend que cette pratique politique correspond à une stratégie mûrement réfléchie, que c'est pas spontané. Alors ensuite, la partie suivante, c'est vrai qu'Alain Soral il développe toute une critique marxiste de la bourgeoisie, toute une partie du livre qui est consacrée à cela. Donc là, on retrouve Alain Soral marxiste, et donc en bon marxiste, pas orthodoxe, mais en bon marxiste, il fait une critique qui est globale de la bourgeoisie, pas seulement la bourgeoisie en tant que catégorie sociale, mais bourgeoisie en tant que culture et vision du monde. Et il dit par exemple, alors là c'est à la page 61, comme Lénine disant du communisme, c'est les soviets plus l'électricité, on peut définir la société bourgeoise issue de la Révolution française comme l'addition du système métrique et des droits de l'homme. Alors on pourrait dire effectivement que la critique marxiste elle-même de la bourgeoisie est en partie mathématique, puisque, comme il le fait remarquer, ce qu'oublient les libéraux, c'est que le marxisme a été engendré
par le capitalisme libéral. D'ailleurs, quand on lit le Capital de Marx, dans mes souvenirs, une bonne partie de sa réflexion est tirée de l'analyse des textes, même je dirais l'exégèse des textes de Ricardo ou d'Adam Smith, qui sont les penseurs libéraux par excellence. Donc il y a par la suite un véritable mouvement dialectique historique entre marxisme euh, et capitalisme libéral. Mais Marx, ce n'est pas que cela. D'ailleurs, il y a une citation intéressante de Karl Marx dans le livre d'Alain Soral, donc, qui n'est pas purement matérialiste. Donc il parle de la bourgeoisie, hein, Karl Marx. Donc là, je cite Alain Soral qui cite Karl Marx. Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation, cette insécurité perpétuelle, distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré et profane, et les hommes sont forcés, enfin, d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. Alors ça, on va y venir plus tard, mais c'est une critique qu'aurait pu faire un penseur scolastique au Moyen Âge, en réalité. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. On va passer donc au thème suivant, qui est, j'ai appelé ça protestantisme et règne de la comptabilité, naissance de la modernité. Alors là, on en vient à une autre thèse du livre d'Alain Soral, qui est intéressante, et je vais m'appesantir un peu dessus, parce que c'est important. Peut-être que beaucoup de gens ne l'ont pas saisi, mais ça mérite développement. Alors, donc c'est sur la réduction à la mathématique de tous les secteurs et domaines de la vie. Donc page 53-54, Alain Soral écrit: pour revenir à la raison, en laissant pour l'instant de côté son questionnement par la raison pratique et dialectique, nous devons maintenant comprendre que la domination des mathématiques en tant que processus abstrait de la raison, c'est la progressive domination des mathématiques dans tous les secteurs et domaines de la vie, du plus abstrait au plus concret. D'abord, le logico-mathématique étendu au mathématico-physique, soit la naissance de la physique et de la biologie moderne, à tous les domaines techniques, ingénierie, architecture, urbanisme et même médecine, par la mathématisation du corps que sont déjà les analyses, jusqu'à l'économie politique réduite à la science économique et finalement la philosophie réduite au positivisme. Plus loin, il parle de l'expansion du commerce de l'argent généré par ce retour partiel au judaïsme qu'est le protestantisme, entraînant à son tour la généralisation de la comptabilité, soit cette vision du monde régie désormais par la froideur des nombres. Donc là, fin de citation. Alors, il faut revenir au siècle précédent l'avènement du protestantisme. Et là, quand on parle de protestantisme, il faut être précis, il ne s'agit pas du luthérianisme, mais plutôt du calvinisme. Au XVe siècle, il y a eu des transformations économiques majeures en Europe. Ça a été le développement du grand commerce et des grandes banques, notamment des grandes compagnies, des grandes banques allemandes du Sud, vénitiennes, etc., et qui a profondément transformé la société. Alors il y a eu des phases successives à la transformation de la société, parce que au XIIe siècle déjà, vous aviez les débuts d'une certaine industrie, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, ce qui a donné naissance à la scolastique. Je laisse ça pour plus tard, je vais y revenir dans quelques instants. Donc cette transformation radicale de la société au XVe siècle va donner naissance au calvinisme, à Calvin, ce penseur protestant dans la suite de Luther, donc qui vit au XVIe siècle, et qui va donc
qui va être issu de ce mouvement, sa réflexion va être issue de ce mouvement, puisqu'il va être le penseur de la bourgeoisie. Donc il accompagne le mouvement économique, social. Il devient une sorte de guide de la bourgeoisie, de général de la bourgeoisie, à qui il va donner une sorte de code de conduite, de morale et même en fait de religion, qui revient en partie à l'Ancien Testament, puisque Calvin considère par exemple le catholicisme comme dégénéré, et le judaïsme quand même beaucoup moins dégénéré que le catholicisme, et il considère les juifs comme supérieurs aux catholiques. Calvin et va plutôt revenir à l'Ancien Testament plutôt qu'au Nouveau Testament. Donc là, avec Calvin, on peut parler d'un christianisme totalement judaïsé, mais qu'il faut contextualiser parce que au lieu de s'opposer à, au mouvement économique et aussi à l'explosion de l'usure et du système bancaire, il va plutôt l'accompagner, l'encadrer et puis édicter un certain nombre de règles morales, notamment concernant l'usure, la réglementation de l'usure. Et Calvin est donc une sorte de prophète de la bourgeoisie, disons, pour résumer. Et, et Calvin, par rapport à la scolastique qui l'a précédé, alors la scolastique, c'est pas seulement de la, de la théologie fusionnée à la philosophie grecque. La scolastique, c'est aussi et surtout une actualisation de la pensée chrétienne pour faire face aux défis de l'époque, aux transformations économiques et sociales, et y faire face. Et de ce point de vue-là, Calvin, le calvinisme est l'antithèse de la scolastique chrétienne. Je ne dis pas catholique, parce qu'à ce moment-là, le terme de catholique n'est pas encore apparu, mais disons le christianisme romain traditionnel, qui va développer toute une réflexion pour essayer de maîtriser cette transformation économique, l'essor du commerce et l'essor du système bancaire en fait. Donc, effectivement, je viens de le dire, pour résumer, la scolastique va tenter de soumettre l'économie aux valeurs chrétiennes, et Calvin, lui, soumettra le christianisme aux valeurs bourgeoises. Alors, pour vous donner une petite idée de la pensée scolastique, je vais citer le plus grand d'entre eux, le plus fameux d'entre eux, qui est saint Thomas d'Aquin, né en 1224 ou 1225, mort en 1274, qui écrit « Il est légitime de désirer les... » Donc là, c'est une réflexion à la fois... c'est une réflexion théopolitique, théologique, sociale et économique. Il est légitime, dit saint Thomas d'Aquin, de désirer les félicités temporelles à condition de leur donner non pas la première place, comme si nous placions notre repos en elles, mais de les regarder comme des supports de la sainteté, dans la mesure où elles soutiennent notre vie corporelle et servent de moyen à des actes vertueux. Fin de citation. Alors là, c'est saint Thomas d'Aquin dans la Summa Theologia. Et un autre penseur, la dominicain, donc chrétien dominicain, qui s'appelle saint Antonin, donc saint Antonin de Florence, 1389-1459. Donc là, lui, il vit quasiment 2 siècles après saint Thomas d'Aquin, et il écrit « Les richesses existent pour l'homme et non l'homme pour les richesses ». En fait, il applique disons, à l'économie une phrase, un verset qui est dans l'évangile de saint Marc, donc le Christ qui dit c'est le Shabbat qui a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat. Et là, c'est frappant quand on lit cela et qu'on lit ensuite Calvin, c'est diamétralement opposé, vraiment l'antithèse. Et alors, pour revenir à la thèse d'Alain Soral, disons la
mathématisation de tous les domaines de la société, il y a un auteur donc du XXe siècle, Richard Henry Tawney, je ne pense pas qu'Alain Soral le connaisse, parce que sinon il l'aurait cité. Je précise que dans son ouvrage, il mentionne toutes ces références, hein, il donne les noms des auteurs auxquels il se réfère. Et je pense que je vais vous citer un passage de ce livre, donc de Richard Henry Tawney, qui est un historien de l'économie, donc qui a écrit cet ouvrage majeur, peu connu en France, qui s'appelle La religion et l'essor du capitalisme, qui a été écrit, donc c'est un Britannique, hein, je crois professeur à Oxford, qui a été écrit publié en 1926, et l'édition que j'ai, c'est une édition française de 1952. Alors, il n'a pas écrit une thèse sur la mathématisation de la vie sociale. Il ne le développe pas comme le développe un peu plus Alain Soral dans son ouvrage, mais on retrouve déjà cette idée. Alors, je vais vous citer le passage où en fait Richard Henry Tawney montre dans son ouvrage, hein, comment est-ce que le monde européen est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, de la scolastique à un économisme. Quand je dis économisme, c'est vraiment une réduction matérialiste de la pensée humaine par l'avènement du protestantisme, mais aussi et surtout par les transformations économiques et sociales, parce que même avant le protestantisme, il y a eu des penseurs chrétiens, hein, des théologiens, qui ont été des précurseurs de la réforme protestante, ce qu'on appelle l'après-réforme, et qui ont été tentés par une sorte de mouvement de bascule intellectuelle accompagnant ces transformations économiques et sociales. Donc je vais vous lire un passage de cet ouvrage important, et je pense que ça va intéresser Alain Soral. Alors c'est à la page 19. Écoutez très attentivement ce qu'il dit. Donc là il parle du passage du monde médiéval à la Renaissance, du monde de la scolastique à l'économisme en fait. Donc jusqu'au XVIIIe siècle. Le terrain, qui est abandonné par le moraliste chrétien, façon saint Thomas d'Aquin, est rapidement occupé par des théoriciens d'un autre genre. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu, au cours des 2 siècles qui suivront, des tentatives pour réaffirmer, non sans concession à des circonstances modifiées, la conception que les chrétiens sont soumis à la loi morale dans leurs transactions économiques, mais l'avenir n'est pas avec ces efforts dépassés, les efforts de la scolastique. Il est avec la nouvelle science de l'arithmétique politique qui affirme, d'abord avec hésitation, puis avec confiance, qu'aucune règle morale n'existe au-delà de la lettre et de la loi. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment le libéralisme. Influencé dans sa méthode par le progrès concomitant des mathématiques et de la physique, elle manie les phénomènes économiques non en casuiste, préoccupé de distinguer le bien et le mal, mais en scientifique, appliquant une nouvelle méthode de calcul des forces économiques impersonnelles. Sa méthode, son caractère et ses hypothèses sont acceptés par tous les gens instruits, y compris le clergé, même si ses conclusions particulières continuent pour longtemps à être discutées. Son représentant anglais le plus remarquable avant Adam Smith fut le docteur Tucker, doyen de Gloucester. C'est Josiah Tucker. Alors quand on fait quelques recherches sur Josiah Tucker, je vais vous donner
Donc il est né en 1713, mort en 1799. Quand on fait quelques petites recherches sur lui, on découvre qu'il a été le penseur, comme le dit Tony, qui a influencé Adam Smith, mais aussi les physiocrates français euh, qui vont diffuser le libéralisme en France sous Louis XVI, ouais, je crois sous Louis XVI, et qui vont en fait, avec les Lumières, diffuser ce libéralisme venu d'outre-Manche. Et il me semble que Marion Sigaud a aussi beaucoup écrit sur les physiocrates, et Alain Soral en fait mention dans son ouvrage, parle des physiocrates. Alors ça, oui, ça c'était vraiment une partie importante. Alors si ça vous intéresse de le lire, je ne sais pas si on peut encore le trouver, je ne sais pas s'il y a de nouvelles éditions de cet ouvrage, mais je pense que ça intéressera Alain Soral. Mais Taoni ne rentre pas plus en détail sur cette réduction mathématicienne à tous les domaines de la société, mais en tout cas ce passage est intéressant. Ensuite vient donc après cette période, là on est au XVIIIe siècle, donc Adam Smith, Josiah Tucker, les physiocrates, les Lumières. Au XIXe siècle, là, Alain Soral nous parle du positivisme d'Auguste Comte. Et en fait, Auguste Comte est véritablement l'héritier de cette pensée libérale, mathématicienne, venue d'Angleterre. Alors, le positivisme d'Auguste Comte, donc 1798-1857, dans la lignée de la philosophie des Lumières. Un positivisme, écrit Alain Soral, qui constitue une réduction du métaphysique à la physique, qui marque une rupture radicale d'avec la pensée classique et duale jusque-là préservée d'Aristote à Kant. Donc là, c'est ce qu'écrit Alain Soral à la page 78 de son livre. Alors, il parle donc d'Aristote à Kant. C'est vrai que je vais te retrouver un ouvrage là de Kant. Quand on lit Kant, on se rend compte effectivement que ce n'est pas un auteur matérialiste façon Auguste Comte ou libéral façon Adam Smith. Il fait partie de ces penseurs de l'époque moderne. Alors, Emmanuel Kant, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est un Allemand. On est dans la période des Lumières allemandes, l'Aufklärung. Donc on est vraiment dans une période de déchristianisation par le haut, c'est-à-dire un certain nombre de penseurs qui ne sont pas forcément athées, mais qui sont anti-chrétiens et qui sont en train de faire sortir le monde européen de la tradition catholique, de la tradition chrétienne tout court. Mais Emmanuel Kant, lui, disons qu'avec le recul, on peut le classer dans la catégorie des penseurs qui vont servir un petit peu de béquille à cette époque qui est en cours de déchristianisation. Et je vais vous lire un court passage de Kant. C'est toujours bon de citer les auteurs. Alors, Alain Soral, dans son ouvrage, mentionne Kant à plusieurs reprises et il fait d'ailleurs une analyse, une interprétation marxiste, encore une fois, de Kant en le qualifiant de penseur subtil. C'est un très grand penseur de la bourgeoisie. Et en fait, ce que dit Alain Soral, c'est que Emmanuel Kant, la philosophie d'Emmanuel Kant va accompagner la bourgeoisie dans son épopée pour empêcher l'application de l'égalité. Donc il parle d'égalité formelle et là en fait Emmanuel Kant, le bourgeois kantien, comme le dit Alain Soral, argumente dans le sens où l'égalité ne peut pas être appliquée dans le monde concret et l'égalité et l'égalitarisme théorique se confrontent à la réalité qui est, elle, profondément inégalitaire.
Là, c'est un autre angle. Alain Soral prend Emmanuel Kant sous un autre angle, tout en ayant beaucoup de respect pour le philosophe allemand. Alors, Emmanuel Kant, pour que vous le situez par rapport à la religion, par rapport à la morale aussi, et, euh, et par rapport à l'époque, je vous cite un passage de cet ouvrage de Kant, hein, La religion dans les limites de la simple raison. Il écrit, parce qu'il y a des contradictions apparentes dans son ouvrage. Il dit par exemple qu'on n'a pas besoin de religion pour avoir des lois morales, que la raison suffit. Et plus loin, il dit, si toutefois l'observance la plus stricte des lois morales doit être conçue comme cause de la production du souverain bien en tant que fin, il faut admettre, parce que la puissance de l'homme ne suffit pas pour réaliser dans le monde l'harmonie de la félicité avec le mérite d'être heureux, un être moral tout-puissant comme maître du monde par les soins duquel cela s'accomplira, c'est-à-dire que la morale conduit infailliblement à la religion. Vous verrez, je vais vous citer un autre auteur plus loin, qui vient d'un autre monde, et il n'y a pas de grande contradiction entre les deux. Je vais y revenir. Donc, Alain Soral nous dit à juste titre qu'Auguste Comte est celui. Donc, Auguste Comte a une formation scientifique, il sort de Polytechnique, professeur de mathématiques. Donc, c'est un scientifique qui va réduire les sciences sociales, notamment la sociologie, à une science dure. Il va. C'est ce que dit Alain Soral, je cite à nouveau, une réduction du métaphysique à la physique qui marque une rupture radicale avec la pensée classique et duale. Et Auguste Comte, lui, effectivement, va réduire par exemple la sociologie à une physique sociale. Alors que, là j'en viens à l'autre auteur, alors que le père de la sociologie était un religieux. Le père de la sociologie qui est Ibn Khaldun, que je vais vous citer tout de suite. Alors, Ibn Khaldun, qui est là, Ibn Khaldun, c'est le père de la sociologie, le premier à avoir émis des théories de l'histoire. C'est un économiste, un démographe, un des auteurs les plus puissants que je n'ai jamais lu. Véritablement un génie absolu. Et je vais vous citer un passage de ce livre. Donc c'est Al-Muqaddimah, les prolégomènes, discours sur l'histoire universelle. C'est un passage très important parce que le père donc, de la sociologie, Ibn Khaldun, va pas anticiper le libéralisme, parce que là, avec Ibn Khaldun, on est au XIVe siècle. Hein. Ce livre paru en 1377, mais il va nous permettre de comprendre en quoi le libéralisme était un échec annoncé. Et cela va rejoindre à la fois la thèse de Jean-Claude Michéa, mais aussi d'Alain Soral. Alain Soral qui est un marxiste, mais qui va revenir progressivement à une pensée traditionnelle. Lui ne pense pas du tout que la religion est l'opium du peuple, et d'ailleurs on verra par la suite, il prône même dans son ouvrage un retour au Christ, donc un retour aux évangiles, donc un retour à Dieu. Donc là on n'a pas affaire à un marxiste orthodoxe, et je pense que ce passage aussi de Al-Muqaddimah, d'Ibn Khaldun, intéressera très fortement Alain Soral. Alors, il nous dit, Ibn Khaldun, que l'homme, le besoin des hommes de vivre en société, donc il s'agit en effet du besoin des hommes de vivre en société, de leur incapacité à mener une existence individuelle. Or,
La conséquence inéluctable de la vie sociale, c'est le désaccord dû à la pression de leurs intérêts opposés. Alors que le libéralisme nous dit que si chacun suit son propre intérêt, eh bien, la société sera harmonieuse. Alors qu'Ibn Khaldun nous dit, non, à un moment donné, il y a des intérêts qui sont opposés. Les individus et les groupes au sein d'une société ont des intérêts opposés. Par conséquent, ils vont inévitablement entrer en confrontation. Tant qu'il n'y a pas de modérateur pour les contenir, ces discordances engendrent des conflits qui, à leur tour, peuvent conduire à la disparition de l'espèce humaine. Or, la conservation de l'espèce est un des principaux objectifs de la loi religieuse, ce qu'on appelle en arabe maqasid al-sharia, qui signifie les finalités de la loi on appelle la sharia, de la loi religieuse. C'est la conservation de l'homme. Donc on peut trouver effectivement des liens de parenté entre ces différents auteurs qui viennent de mondes et d'époques différentes. Emmanuel Kant, c'est le XVIIIe siècle, Ibn Khaldun, c'est le XIVe siècle. Donc, j'invite notamment Jean-Claude Michet à lire ce penseur parce que il avait perçu, si on l'avait suivi, si on l'avait écouté, on se serait épargné bien des désagréments causés par le libéralisme. Et donc, pour revenir, alors je vais utiliser encore un autre auteur qui viendra valider les propos d'Alain Soral par rapport au positivisme. Cet auteur est Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, paru en 1895. Et Gustave Le Bon nous dit que quoi que l'homme fasse, il reste religieux. Il a des réflexes religieux. Ce qu'il adore change de forme, mais la structure religieuse se maintient, y compris dans les sociétés laïcisées. Et en cela, il est un penseur qui précède Carl Schmitt, qui lui aussi parle de ces idées de ces idées religieuses qui ont été laïcisées. Donc, alors Alain Soral nous parle d'Auguste Comte, du positivisme, c'est-à-dire la réduction de toute la pensée, de toutes les sciences à la pure mathématique. Et Gustave Le Bon, lui, qualifie carrément les positivistes de secte. Alors je vais vous citer Gustave Le Bon, page 41, vous allez voir, ça vaut le détour. Aussi est-ce une bien inutile banalité de répéter qu'il faut une religion aux foules. Les croyances politiques, divines et sociales ne s'établissent chez elles qu'à la condition de revêtir toujours la forme religieuse qui les met à l'abri de la discussion. L'athéisme, s'il était possible de le faire accepter aux foules, aurait toute l'ardeur intolérante d'un sentiment religieux et, dans ses formes extérieures, deviendrait rapidement un culte. L'évolution de la petite secte positiviste nous en fournit une preuve curieuse. Elle ressemble à ce nihiliste dont le profond Dostoïevski nous rapporte l'histoire. Éclairé un jour par les lumières de la raison, il brisa les images des divinités et des saints qui ornaient l'autel de sa petite chapelle, éteignit les cierges et, sans perdre un instant, remplaça les images détruites par les ouvrages de quelques philosophes athées, puis ralluma pieusement les cierges. L'objet de ses croyances religieuses s'était transformé, mais ses sentiments religieux, peut-on dire vraiment qu'ils avaient changé ? Alors, ça me permet de préciser autre chose. Alors là, ça correspond plus à mes travaux, ce qui n'est pas en contradiction avec ce que dit Alain Soral par rapport au positivisme, mais je dirais que ça vient le compléter. Dans
dans la même période, dans le même univers, on a deux tendances parallèles qui s'opposent plus ou moins. Disons qu'il y a les positivistes, les matérialistes, les athéistes, représentés par Auguste Comte, mais il y a aussi des déistes, des spiritualistes, des mystiques dans la tradition révolutionnaire, dans la tradition républicaine et dans la tradition socialiste. Pour faire court, par exemple, Jean-Jacques Rousseau n'était pas un athée. Il pointait du doigt, il accusait la religion des prêtres. Il disait que qu'il y avait un christianisme originel, mais que la religion des prêtres avait dévoyé ce christianisme originel. Vous allez voir durant la Révolution française quelqu'un comme Robespierre qui est un déiste, c'est un franc-maçon qui adore non pas le dieu de la Bible, non pas le dieu du monothéisme que l'on connaît tous, mais l'être suprême. Donc il est déiste, franc-maçon déiste, pas athée. D'ailleurs, il va transformer un certain nombre d'églises, lui et les siens, un certain nombre d'églises en France et de cathédrales, y compris Notre-Dame, en temple de la raison. Non, en temple de, de, de l'être suprême. Donc il va établir un culte de l'être suprême. Ensuite, ça va être le temple de la raison. Donc là, ça correspond plus justement à cette tradition qui va émerger plus tard avec le positivisme. On voit déjà cette ambivalence. Et au cours du 19e siècle, on a des socialistes républicains qui, eux, sont aussi des déistes, voire même des néo-chrétiens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, j'ai déjà traité de ça par ailleurs. Et vous allez avoir notamment des gens comme Edgar Quinet, des penseurs républicains qui vont être à l'origine de la Troisième République, Edgar Quinet, Georges Roux, qui sont des mystiques, qui sont même des messianistes. Et Georges Roux va par exemple pointer du doigt, accuser les positivistes en disant que le positivisme est sec et que jamais ce positivisme ne permettra de faire société, puisqu'à l'époque, ils recherchaient une religion pour construire leur régime, le régime républicain qui bégayait. Et suite à Edgar Quinet, Georges Roux, vous allez avoir un de leurs disciples, Ferdinand Buisson, et même chez Jean Jaurès, vous allez voir se développer il sera porteur d'une certaine mystique socialiste. Donc en fait, vous avez un double mouvement, un qui est athéiste, matérialiste, scientiste, et un autre mouvement qui est déiste, spiritualiste, néo-chrétien, mystique, qui va travailler à élaborer une religion pour la République. Donc ce sont deux mouvements parallèles. Ensuite, donc on va passer à la suite que j'ai appelée, donc là toujours on est sur comprendre l'époque, de l'égalitarisme social, c'est ce qu'explique Alain Soral, de l'égalitarisme social à l'égalitarisme sociétal, aboutissant à l'inégalité sociale. Je vais vous lire un passage. Donc déjà en résumé, Alain Soral en vient à l'époque contemporaine et même très proche, hein, les années 80, les années Mitterrand, 1983, le tournant de la rigueur. Et donc, il explique, il écrit que donc le régime républicain, socialiste, va passer de l'égalitarisme social à l'égalitarisme sociétal. Une confusion, donc en page 128-129, une confusion entre égalité et identité, arrasant bientôt toutes les différences. Alors, je vais vous lire quand même le passage, parce que ça vaut le coup. Alors, égalitarisme abstrait. Un égalitarisme de substitution beaucoup moins coûteux sur le plan de la répartition capital-travail que l'égalité sociale, mais qui va bientôt culminer sous le poids de la malhonnêteté des politiques et de la bêtise des médias, largement soumis au jeunisme et au féminisme, à l'égalitarisme abstrait.
une vision délirante du monde qui, pour avoir rompu avec un processus historique fondé sur la raison et perdu le sens social de son origine, va tourner à l'impératif catégorique au principe absolu. Une confusion entre égalité et identité arrasant bientôt toutes les différences, à commencer par la différence chromosomique des sexes X et Y, au fondement de l'humanité pour sombrer dans l'égalitarisme fou. Un monde où désormais tout doit être égal indépendamment de toute pensée, quel que soit le sujet, humains, animaux, végétaux, pour accoucher de l'animalisme et du véganisme. Et malgré les efforts tardifs de la féministe Elisabeth Badinter, les délires de la théorie du genre et du LGBTisme, avec en apothéose le LGBTQQIAAP. C'est en anglais. Donc pour lesbienne, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, pour les personnes qui se questionnent sur leur sexualité, mais ils n'inventent rien, tout ça existe. Intersex, asexual, allies, pour les alliés hétérosexuels de la cause, et pansexuels qui revendiquent, eux, une attirance pour tout et n'importe quoi. Alors, moi, je propose un néologisme pour cela, ce serait le similarisme. Voilà, je vous le propose à Alain Soral, de l'égalitarisme au similarisme. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans un projet égalitaire, mais effectivement, comme le dit Alain Soral, un arrasement des différences, et donc, je dirais, un similarisme. Et donc, il en arrive, donc ce que je disais en début de propos, c'est-à-dire que, un peu comme Jean-Claude Michal, mais dans un autre domaine, il explique qu'on part de l'idée d'égalité pour arriver à son contraire. Et pour arriver à son contraire, quelques siècles plus tard. On va partir de la Révolution française des Lumières, donc à peu près un peu plus de 2 siècles. En un peu plus de 2 siècles, cette belle idée d'égalité qui a été quand même, qui s'est imposée à coup de massacre. Hein, la Révolution française, c'est des centaines de milliers de morts pour imposer ce beau projet. Et donc il nous dit étrange ce chemin que celui de l'égalité, observé du haut de 2 siècles et demi d'histoire. Un parcours chaotique fait des espoirs, d'errance et de manipulation qui, de l'abolition des privilèges par la Révolution française au pouvoir de Wall Street, en passant par la City de Londres, nous conduit finalement à la situation inverse du but annoncé. Alors, tout cela nous amène à la conclusion qu'en fait, cette égalité, comme je le disais auparavant, associée à la démocratie, est en fait une égalité restreinte, égalité restreinte à un groupe dominant, donc à ce qu'on appelle une oligarchie, qui a détruit l'Église pour imposer une religion occulte, que j'appelle moi la mystique de la laïcité, d'ailleurs le titre d'un de mes ouvrages. Donc je résume, la destruction de l'Église et l'imposition de la démocratie à un groupe de plus en plus restreint nous mène à la conclusion que tout le discours athéiste, religion occulte, libéral et égalitaire, a eu pour conséquence ultime, pour ne pas parler de projet, de détruire l'espèce humaine, pour reprendre Ibn Khaldoun, et conserver une élite oligarchique. Si le but de la religion est effectivement la conservation de l'espèce, on peut arriver à la conclusion que la destruction de la religion, là en l'occurrence le catholicisme, a pour but final, non avoué, inconscient, de détruire l'espèce humaine, l'humanité. Et on le constate également parce que cette démocratie ultra restreinte, en fait aujourd'hui la démocratie c'est quoi? C'est le pouvoir, donc démocratie c'est le pouvoir au peuple, hein. Mais là ce serait oligarchie, donc le pouvoir réduit à une toute petite minorité. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre aujourd'hui, la démocratie, mais qui, elle, donc cette élite, cette hyperclasse mondiale qui prône justement
cet égalitarisme abstrait menant jusqu'à ce que j'appelle le similarisme, maintient sa position de classe, mais également une tradition religieuse stricte et une éducation classique qui leur permet, eux, de traverser les siècles. Ce sont les grandes dynasties. On les connaît, hein, de nous. Il y en a qui sont très connus, mais les Rothschild, etc. Mais vous prenez la famille royale britannique, vous prenez toutes les grandes familles régnantes de façon ouverte ou occulte, qui, elles, se maintiennent dans leur tradition religieuse. Pensez à un Jacques Attali, hein, qui prône tout cela, c'est-à-dire cet égalitarisme, similarisme, destruction des nations, etc., mais qui, lui, se maintient dans sa communauté, qui porte la kippa, qui est religieux, qui étudie le Talmud avec un maître, avec un rabbin, et donc qui ont une éducation classique, donc ils prônent pour les autres ce qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes. Donc en définitive, tout ce processus historique aura mené à cela, c'est-à-dire une destruction de l'espèce humaine par la destruction de la religion, dont un des objectifs, pas seulement l'islam, hein, même le catholicisme et les autres grandes religions, est le maintien et la préservation de l'espèce humaine. Donc tout ce mensonge décrit par Alain Soral sur l'égalité et la liberté, c'est plutôt le travail de Michéa, aura eu pour conséquence la destruction de la liberté et l'exacerbation de l'inégalité. Parce que même si on se penche sur l'économie, et qu'on voit le fonctionnement de l'économie actuelle en Europe et aux États-Unis, donc dans le monde occidental, en réalité, ce n'est pas une économie qui est libérale. C'est un système composé de multinationales et de grandes banques qui ont investi les organes des appareils d'État aux États-Unis et en Europe, et qui utilisent l'État pour instaurer leur monopole. Donc c'est une destruction du tissu économique par une tricherie qui consiste à contrôler l'appareil d'État et empêcher justement la libre concurrence. Donc sur le plan des mœurs, sur le plan civilisationnel, sur le plan économique, sur le plan social, ces idéologies, y compris l'égalitarisme, ont des conséquences aujourd'hui désastreuses. Et le livre d'Alain Soral se termine sur ce que nous vivons actuellement, le Great Reset, qui est un grand dévoilement, l'Apocalypse, un grand dévoilement de ce pouvoir et de sa politique et de sa finalité. C'est-à-dire que la démocratie était un mensonge, une superstition qui s'est effondrée, le libéralisme aussi, l'égalité aussi, et nous en sommes, et nous avons été, nous les modernes, disons, la population moderne, démunis. On nous a désarmés intellectuellement, spirituellement, pour finir par nous tuer. Ce qui nous amène à, disons, la conclusion, j'appellerais donc, toujours basé sur le livre d'Alain Soral, Retour au Christ avant le retour du Christ. Il y a un passage, donc je vais vous le lire, 151, 152. Alain Soral parle dans son ouvrage du logos chrétien et du logos grec. Cette civilisation helléno-chrétienne qui lui tient très à cœur, excluant le judaïsme et l'Ancien Testament. Donc il nous dit: pour revenir au catholicisme authentique, la Rome chrétienne introduit dans le monde gréco-romain, dont la pensée structure l'Occident, une dimension jusqu'alors inconnue de lui, la compassion. Une synthèse entre héritage grec et apport chrétien, raison et amour, Aristote et le Christ, opérée notoirement par saint Thomas d'Aquin, sa scolastique permettant de concilier, pour le plus grand bien de l'humanité, mathématiques appliquées et amour du prochain. Synthèse thomiste,
puis néo-thomiste, qui fait du Christ le Logos incarné et dans cette acception chrétienne de l'histoire, de l'amour, la raison ultime. Le souci du prochain, à aimer comme soi-même, étant cette force du bien qui préserve l'homme, mu par la raison seule, de la chute dans l'inhumanité technocratique et plus encore dans la domination perverse du satanisme kabbaliste. Alors, il ne rentre pas dans les détails de ce qu'est le kabbalisme. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit des livres là-dessus. Vous saurez de quoi il retourne. Alors, pour conclure, je dirais que la synthèse entre religion et philosophie grecque n'est pas exclusivement thomiste, puisque dans le monde musulman, nous avons aussi cette tradition, et je vais vous en donner la preuve pour conclure et pour dire qu'effectivement, on doit revenir, là ça concerne la religion chrétienne et la religion musulmane, on doit revenir à la religion vraie, la théologie saine, disons, non dévoyée, et à la raison, al-haqq en arabe. Et pour finir, je vous citerai Averroès, Ibn Rushd, qui a vécu un siècle avant saint Thomas d'Aquin, qui a été lu par saint Thomas d'Aquin. Peut-être que saint Thomas d'Aquin a lu des traductions latines qui n'étaient pas forcément fidèles à la pensée d'Ibn Rushd, parce que Averroès il y a deux Averroès, il y a le vrai, et il y a l'Averroès latin, qui a été, mal traduit et qu'on a fait mentir. Bref, c'est un autre sujet. Et Ibn Rushd, lui, nous le dit clairement, il n'y a pas d'opposition entre la raison et la révélation. Et avec saint Thomas d'Aquin, mais même avant saint Thomas d'Aquin et même avant Averroès, les premiers siècles du christianisme sont, notamment avec les pères grecs de l'Église, c'était une synthèse entre évangile et philosophie grecque. Donc il n'y a pas véritablement de nouveauté, sauf que Averroès a été le commentateur de toute l'œuvre d'Aristote et de la République de Platon. Alors, je vais vous lire ce passage donc, du discours décisif d'Averroès, Ibn Rushd, qui nous dit: puisque donc cette révélation est la vérité, il parle du Coran bien sûr, et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des étangs, c'est-à-dire la philosophie, par la démonstration, n'entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le texte révélé, car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Voilà. Donc, mon commentaire est terminé. Le commentaire de Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité aux éditions Contre-Culture, paru en 2021. Je vais vous mettre en dessous le lien pour commander cet ouvrage sur le site de Contre-Culture. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne ferai pas ça tous les mois et toutes les semaines, parce que c'est du travail et j'ai beaucoup de travail. Et donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à la chaîne Odyssée, de vous abonner à ma chaîne Telegram, je vous mets les liens, et éventuellement à apporter un soutien à la recherche indépendante. Vous avez le lien PayPal en descriptif, et je vous dis à bientôt.